Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On commence avec le discours hier du secrétaire d'État américain John Kerry qui défend une solution à deux États, la seule voie possible selon lui pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Cette déclaration, on le rappelle, intervient après que les États-Unis se sont abstenus de voter contre la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Une résolution qui a provoqué, on le sait, la colère de Benjamin Netanyahou, qui a également immédiatement réagi hier à la déclaration de John Kerry en dénonçant son discours biaisé, je le cite, contre Israël. Le secrétaire d'État américain se trouvant accusé également d'être obsédé, je cite toujours, par la question des colonies israéliennes. Le ton monte entre Israël et les États-Unis, constate l'Orient le Jour. Le quotidien libanais rapporte toutefois que le discours du secrétaire d'État américain trouve un certain écho au sein de la gauche israélienne, notamment auprès du chef de l'opposition travailliste, Isaac Herzog, qui affirme que ce discours exprime une réelle inquiétude pour la sécurité et l'avenir d'Israël. Je le cite, États-Unis-Israël, le divorce provisoire, nuance le soir, en évoquant la recette bien tardive de l'administration Obama, à moins d'un mois de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Trump dans lequel Netanyahou sait qu'il trouvera à nouveau un allié sûr, selon le journal belge, qui cite ce tweet du président élu hier. Nous ne pouvons pas continuer à laisser Israël être traité avec un total mépris et un tel manque de respect, je le cite. Cette confrontation israélo-américaine qui divise la presse internationale. Kerry quitte la scène piégé par des théories hasardeuses, critique The Jerusalem Post, qui ironise sur son discours d'hier une compilation des meilleurs moments de ses nombreuses déclarations passées sur le Proche-Orient, selon le journal, qui ironise sur leur tonalité paternaliste, comme si John Kerry savait davantage que les Israéliens eux-mêmes, ce qui est le mieux pour leur avenir et mieux pour leur sécurité, je cite. Israël est-il en train d'abandonner la solution de deux États, s'inquiète pour sa part The New York Times, en évoquant une confrontation diplomatique brûlante entre des alliés les plus proches qu'ils soient, indifférent dû non pas à un changement dans la politique américaine, mais à une évolution dangereuse de la politique israélienne sous le gouvernement de Benjamin Netanyahou, de plus en plus éloigné d'une solution négociée qui permettrait la création d'un État palestinien, selon le journal très remonté ce matin, contre la pratique lamentable de M. Netanyahou, je cite, consistant à faire de son gouvernement un acteur de la vie politique américaine, plus ouvertement partisan que n'importe quel gouvernement étranger, exception faite de la Russie. La Russie qui s'est engagée sur la voie du rapprochement avec la Turquie, où s'ouvre aujourd'hui à Istanbul le procès de 9 intellectuels. Le Monde évoque un procès emblématique de la Turquie d'après le putsch raté du 15 juillet. Sur le banc des accusés, une écrivain, un linguiste, 2 journalistes. 8 risquent la perpétuité pour leurs articles ou leur soutien déclaré au quotidien Özgür Gündem, réputé favorable à la rébellion kurde. D'après le journal, 5 accusés ont eu le temps de fuir avant le coup de filet de la police cet été. Les 4 autres sont en détention préventive depuis la mi-août. Parmi eux, l'auteur Asli Erdogan, dont le procès est présenté par l'humanité comme la farce d'un apprenti dictateur, Recep Tayyip Erdogan, dont la dérive autoritaire fait courir des risques au-delà des frontières turques, selon l'UMA, qui rapporte que des textes de l'écrivain seront lus aujourd'hui à haute voix à l'étranger en signe de soutien. Son procès et celui de ses 8 co-accusés est évoqué ce matin à la une du journal turc Cumhuriyet, qui revient surtout sur l'appel interjeté devant la Cour constitutionnelle par 10 de ses responsables et journalistes qui sont détenus, eux, depuis 59 jours maintenant. Et on termine avec le Bangladesh où des milliers d'ouvriers ont été licenciés après une grève. Alors que la police parle de 1500 ouvriers congédiés, la Fédération bangladaise des travailleurs de l'industrie et de l'habillement évoque plutôt le chiffre de 3500 salariés ayant perdu leur emploi après que leur grève, jugée illégale par les autorités, a aussi conduit à l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes, dont des leaders syndicaux, selon The Morning Star, le seul journal se définissant comme socialiste à être publié au Royaume-Uni, qui rappelle que le mouvement lancé mi-décembre dans une vingtaine d'usines de la périphérie de la capitale, Dhaka, pour protester contre le licenciement effectivement d'une centaine d'ouvriers, visait aussi à obtenir une augmentation du salaire minimum pour le faire passer de 64 à 193 euros par mois, dans un pays où les conditions de travail restent extrêmement difficiles, comme en avait témoigné, on s'en souvient, l'effondrement du Rana Plaza qui avait fait près d'1 million de morts chez les ouvriers.
Merci Hélène.